Et si nos délégués étaient animés de bonne volonté, j'ai parié qu'on pouvait... Mais le problème, c'est quoi? Vous négociez avec des gens avec des Kalachnikov. Vous allez faire comment? Je prends l'exemple de l'article 10 de la Constitution sur le problème de la nationalité. On n'en a pas discuté. C'est une question qui a été déjà levée depuis Lusaka, dans les accords de Lusaka. Ça doit être comme ça, puisque certains ont pris des armes en disant qu'on nous a retiré la nationalité congolaise et qu'ils voulaient retrouver la nationalité en prenant des armes. Il fallait faire taire ces armes. Est-ce qu'on devait continuer? Non, moi je pense qu'on aurait pu peut-être prendre le courage, avec cette constitution du 18 février 2006, de faire en sorte que ce soit une constitution charnière. Bon, on en a eu à Sun City, la constitution du 4 avril 2003 était une constitution transitoire pour nous permettre maintenant de pouvoir élaborer une bonne constitution. Alors aujourd'hui, en tant qu'ancien juge, est-ce qu'il y a des approches d'actualité également sur le fait politique avec ces travaux? Il y en a beaucoup, parce que dans notre pays, on réfléchit aujourd'hui autour de la révision de la Constitution, c'est une bonne chose. La révision n'est pas quelque chose de mauvais, mais maintenant, la question c'est de savoir pourquoi on doit réviser et pour quel intérêt. Et ce travail ouvre des perspectives sur cette question-là. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir une nouvelle Constitution ou simplement une Constitution adaptée aux réalités? Par rapport à la position qu'on avait en 2006, bon, effectivement, je fais partie des délégués au dialogue intercongolais pour les négociations et tout ça. Je pense que pendant les dialogues, il y a le professeur Arthur Zaïd Ngoma qui nous avait interpellés lorsque les choses n'avançaient pas, qui nous a posé la question, serions-nous capables de nous suicider en tant que jouisseurs et de ressusciter en tant que patriotes? Et il a ajouté une chose, que la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Tant qu'on pourra peut-être ne pas faire référence à notre culture, tant que ça va être du mimétisme, tant qu'on va continuer, 4 personnes se mettent autour, je pense que ça va toujours être un peu difficile. Et je suis d'accord avec vous. Et là où je vous dis qu'on était dans l'impossibilité d'avoir une constitution avec une assemblée constituante aussi longtemps que les belligérants se regardaient en chien et chat. Et d'ailleurs, le professeur Essamba dit souligner un jour que ces gens, une fois arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils cherchent à modifier les dispositions alors qu'ils les avaient acceptées hier. Et on a vu ici, une fois les élections passées, une fois la pression diminuée, eh bien, en 2011, on a modifié la Constitution à peine entrée en vigueur pour favoriser telle ou telle autre personne. Nous voulons que le juge constitutionnel puisse de fois agir comme on a vu avec le juge kenyan où un Américain dit que les élections sont bien déroulées, mais lui il arrive, il casse. L'exemple que nous donnons, comme le juge malien, comme le juge constitutionnel béninois, il faut que nos juges puissent prendre conscience que l'avenir des constitutions de nos pays, on ne parle pas que la République démocratique du Congo, on le voit pratiquement dans tous les pays au niveau de l'Afrique, ils doivent comprendre le pouvoir dont ils détiennent. Honorables membres de la composition, l'histoire politique du Congo est marquée par beaucoup de faits, tantôt tragiques, tantôt dramatiques, mais aussi intéressants par leur caractère bénéfique. Elle s'avère être aussi riche d'enseignements et peut nous servir de base dans la construction de notre avenir si, et seulement si, nous savons nous interroger sur chaque fait qui s'est produit en République démocratique du Congo. Et parmi ces faits, nous avons ces problèmes majeurs des révisions intempestives et des productions de manière inflationniste des constitutions, caractérisées par l'instabilité chronique des textes, et ce qui a d'ailleurs amené le professeur Jacques Njoli de qualifier ces textes d'œuvres mortes ou encore coquilles vides. Et le professeur Jean-Louis Essamba affirme dans la même perspective que la République démocratique du Congo est identifiée comme pays producteur, mais également consommateur permanent des constitutions. Que la RDC est en quête permanente d'une identité constitutionnelle. Et comment ne pas citer le professeur Dielo Epenge, qui souligne que
Et ces faiseurs de constitutions qui se mettent à quatre n'élaborent souvent que des formules constitutionnelles qui constituent des décors plaqués sur une réalité différente. Une constitution qui n'est pas enracinée dans la psychologie d'un peuple ne peut résister aux fluctuations de la vie politique. Et à cet effet, pour le professeur Djello, une constitution doit traduire les aspirations profondes et légitimes de la population. Et d'ailleurs, le professeur Jacques Joly considère la constitution comme étant une expression philosophique et politique d'une communauté, d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. Bien que certains juristes et politologues, à l'instar du professeur Faustin Moulambou, qui la considèrent comme un compromis entre les acteurs politiques en présence. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, pour ce faire, saisir l'évolution constitutionnelle de notre pays en ressortant le mécanisme ayant sous-tendu l'élaboration de chaque texte constitutionnel ainsi que son pouvoir constituant originaire à la lumière de la doctrine admise présente un intérêt indéniable, que ce soit sur le plan théorique que sur le plan pratique. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, notre préoccupation à travers cette étude consiste à ressortir le mécanisme ou procédé d'élaboration de ces différentes constitutions ainsi que le procédé de leur protection et considération faite du respect des limites imposées au pouvoir de révision. En d'autres termes, nous voulions savoir comment est-ce que ces différentes constitutions ainsi élaborées peuvent être protégées au-delà des mécanismes classiques. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, il convient de souligner que cette analyse a exigé une approche méthodologique pluridisciplinaire en vue de saisir la portée de ces différents contours. À cet effet, nous avons utilisé les méthodes historiques, comparatives et juridiques. Pour comprendre et expliquer l'inflation constitutionnelle qui a caractérisé l'histoire politique de notre pays, la méthode historique nous a permis de fouiller dans notre patrimoine historique et nous a aidé à établir le lien de causalité entre la production des constitutions et les événements politiques, de saisir les raisons qui ont milité à cette situation. Et la méthode comparative nous a permis d'expliquer et de comprendre par une certaine comparaison notre propre appréciation des choses sur base de considérations théoriques telles que développées par un certain nombre d'expécialistes ainsi que les expériences vécues sous d'autres cieux. Et la méthode juridique, étant donné que cette étude a une double portée politique et juridique, et la méthode juridique incontournable nous a permis d'appréhender la portée juridique de chaque disposition des constitutions sous étude, tout en les intégrant dans leur contexte politique et historique. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, à ces méthodes, nous avons utilisé une diversité de techniques pour obtenir des informations relatives à la recherche. C'est ainsi, pour notre recherche, la technique documentaire et la technique vivante comprenant deux grands moyens de recherche, à savoir l'interrogation et l'observation participative, ont été utilisées pour la récolte des données. La première nous a permis d'exploiter les différentes documentations écrites, supports magnétiques, internet, webographiques, alors que la seconde nous a fourni des informations sur base de l'observation que nous faisons de la République démocratique du Congo en tant qu'acteurs politiques et chercheurs. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, la synergie de toutes ces méthodes et techniques nous ont permis de répondre à la question qui constitue le trame de notre point de vue s'agissant de mécanismes, à notre avis, importants, si pas pour éradiquer, mais pour limiter les risques de violation des constitutions par le pouvoir dérivé au moment de sa révision.
Honorable président du jury, honorable membre de la composition, pour des raisons de concision et de précision, nous avons délimité notre travail dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous avons pris soin de cerner la problématique des constitutions depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance jusqu'en 2006 avec l'avènement de la Constitution de la Troisième République. Et dans l'espace, l'étude a porté sur un aspect de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Et il ne s'agit pas d'une étude comparée, même si cela peut être possible. Elle n'a pu intervenir que dans le cadre de la République démocratique du Congo, au regard des positions des différents spécialistes. Et l'histoire des autres États africains est venue seulement se superposer en vue d'enrichir l'évolution congolaise. Afin de comprendre la dimension analytique de cette étude, nous avons pris soin de structurer notre réflexion en 2 chapitres comprenant chacun 2 sections. Le premier chapitre a porté sur les mécanismes d'élaboration des constitutions de la République démocratique du Congo. Le deuxième chapitre, par contre, s'est penché sur les mécanismes de protection de ces constitutions. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, le passage en revue des mécanismes aussi bien d'élaboration que de protection des constitutions révèle certaines constances à savoir. D'une part, s'agissant des mécanismes d'élaboration des constitutions congolaises, l'on note que grande partie des constitutions congolaises sont le produit de négociations et compromis politiques à la suite de crises politiques et sont établies au mépris des règles à la matière, et ce, sans la participation du peuple. Ce qui nous pousse à les classer au même titre que les constitutions octroyées parmi les procédés autocratiques. Tandis que celles qui bénéficient de la sanction populaire par voie du référendum, étant donné son caractère imparfait, paraissent plus inadaptées qu'aux premières catégories et donnent lieu à des révisions intempestives. D'autre part, quant au mécanisme de protection des constitutions, il s'y est d'indiquer qu'au-delà de procédés de limitation de pouvoir avec son corollaire, l'indépendance de l'autorité juridictionnelle, toute révision constitutionnelle aux fins de son adaptation aux réalités sociologiques changeantes se réalise le plus souvent sur fond de considérations politiques et débouche sur la fraude constitutionnelle, et ce, de manière impunie, nonobstant le fait pour l'autorité de révision de violer les limites expressément établies. De ce qui précède, il nous semble indiquer à notre avis qu'un contrôle de constitutionnalité d'une loi constitutionnelle, à l'instar de juges constitutionnels maliens et béninois, avec comme sanction la non-promulgation d'une loi constitutionnelle non conforme à la Constitution, serait la garantie tant pour la protection de la Constitution comme pacte social que de sa stabilité pour le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. Toutefois, il convient de relever que toute loi de révision qui est l'œuvre du peuple fait par voie référendaire bénéficie de l'immunité constitutionnelle. Honorable président du jury, honorable membre de la composition, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers auditeurs, telles sont les grandes lignes de notre recherche. Nous n'avons pas la prétention d'avoir rencontré tous les contours attendus sur cette question. Humblement, vos orientations et suggestions seront les bienvenues dans le futur de notre encadrement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes resté dans les limites du temps. C'est déjà quelque chose de très important. Nous allons passer maintenant à la seconde phase de notre travail. Nous allons passer la parole au professeur secrétaire du jury pour ses observations. Il est le premier à avoir l'honneur d'ouvrir le feu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Monsieur Francis Kalombo Tamba,
j'ai annoté les textes, donc je vous fournirai par l'entremise de la faculté ou de l'école doctorale les remarques de forme. Mais une toute petite remarque, c'est que vous venez de dire que beaucoup de constitutions ont été le fruit de compromis politiques. C'est une dimension coutumière en fait de la palabre africaine. Et par rapport à cela, il manque dans votre bibliographie une plaquette du professeur Jello intitulée « L'impact de la coutume dans l'exercice du pouvoir au Zaïre ». J'en viens à mon regard sur le travail. Le sujet traité est, on doit l'avouer, à la fois intéressant et utile. La problématique est présentée autour de deux axes. L'un portant sur les mécanismes et procédés d'élaboration des différentes constitutions et l'autre sur les procédés pour la protection de ces constitutions, particulièrement sur le respect des limites imposées au pouvoir constituant dérivé. La réflexion est donc centrée sur la protection de la norme constitutionnelle au-delà des mécanismes classiques. Pareille analyse revêt un intérêt particulier dans le contexte de l'instrumentalisation de la norme constitutionnelle par le pouvoir politique. Au Congo, certaines révisions opérées sont apparues comme de nouvelles constitutions, vous l'avez affirmé, et se sont réalisées en marge de la procédure de révision. Ces amendements anticonstitutionnels traduisent donc l'inefficacité des mécanismes de protection de la Constitution. C'est à ce titre que vous êtes favorable à l'institution d'un contrôle de l'ordre constitutionnel. Cependant, si la recherche présente un intérêt particulier, la réflexion que vous portez pourrait bien manquer d'originalité en raison de l'inflation de publications sur le domaine, à la fois au niveau de l'Afrique et du Congo. Ces réflexions doctrinales proposent généralement la consécration d'un contrôle juridictionnel de la révision constitutionnelle. Mais que l'on puisse prévoir cela dans une constitution ne signifie pas que la constitution est sécurisée. Car en fait, il y a une problématique supérieure qui est celle de l'éthique dans la fonction du juge. Vous venez de voir il y a quelques jours la Cour suprême des États-Unis, sans être en matière de contrôle de constitutionnalité, dont la configuration a été forgée par Donald Trump, n'a pas pu le protéger par rapport à ses ennemis avec le fisc américain. Donc le problème, c'est peut-être un problème supérieur qui va au-delà des textes pour plonger dans l'éthique du juge. Il y a quelques années, à la faveur des élections jugées démocratiques au Kenya par John Kerry, le président de la Cour suprême du Kenya a considéré que ces élections devaient être reprises. Mais une autre manière de donner de l'originalité au travail, c'est dans l'approche. Et donc, la méthode comparative est assez intéressante. Mais lorsque l'on lit, on réalise effectivement que c'est peut-être aussi le rythme de travail. Donc, le travail devait être défendu, on stoppe et on revient. On aurait pu voir l'exemple de la Guinée d'Alpha Condé, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, du Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, aux besoins de l'Ouganda de Yoweri Museveni,
et du Rwanda de Paul Kagame. Et donc, on peut redouter que les solutions que vous proposez dans le travail aient besoin d'être reconsidérées pour l'avenir, pour vous démarquer suffisamment de la dimension classique de la question, qui aurait comme réponse l'intégration dans la Constitution d'un mécanisme de protection par le juge constitutionnel. D'où, en fait, deux petites questions de fond pour vous permettre de philosopher. Pour vous, que dites-vous? En quoi votre dissertation se distingue-t-elle suffisamment des études précédentes sur la question? En quoi votre dissertation se distingue-t-elle suffisamment de précédentes études sur la question? Mais une manière de faire, si jamais vous n'avez pas pu le faire, c'est dire comment dans l'avenir vous comptez vous démarquer fondamentalement. Généralement, un travail de master, c'est un travail en transition. Et la deuxième question, était-il possible en 2006 de forger une constitution enracinée dans la psychologie du peuple congolais? Était-il possible en 2006 de forger une constitution enracinée dans la psychologie du peuple congolais, dans un contexte où le 1+4 considéré représenter des pans importants de cette population congolaise? J'ai dit, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Louis Kalandou, Richard. Monsieur Francis Kalobo Amboué, vous venez de suivre les observations de forme du professeur Lubika, les questions épistémologiques et méthodologiques liées notamment aux limites dans l'utilisation de l'approche comparée, mais surtout dans le fond les deux préoccupations que vous avez, j'espère, notées, la question de l'originalité de ce travail, de cette thèse, il faut l'appeler ainsi, par rapport aux travaux existants. Et la deuxième préoccupation, est-ce qu'il était possible d'ancrer le texte dans les tréfonds psychologiques des Congolais à partir du moment où les forces belligérantes à présent structurées à 1+4 estimaient être les représentants ou les dignes penseurs de l'avenir du Congo et qu'ils ont donc mis ça dans le texte. Ce n'est qu'une manière de donner un petit résumé de ce qu'il a dit, mais les questions sont les siennes. Maintenant, nous attendons vos réponses. Merci beaucoup, Président Duchéry. Merci beaucoup, cher professeur. Vos observations, elles sont vraiment pertinentes. J'en tiendrai compte justement pour la suite du travail, puisque nous sommes qu'à une période charnière, comme vous l'avez bel et bien souligné, puisque l'ambition, c'est d'aller au-delà, si bien sûr vous me l'autorisez. Et maintenant, ce qui est réel aussi, ce qui est vrai, c'est que le travail a commencé. Il n'y avait pas encore les modifications qu'on a connues au Congo-Brazzaville, au Rwanda, tout comme ailleurs. Et effectivement, c'est ce qui est la préoccupation que nous avons aujourd'hui. Et l'importance même, l'originalité que nous soulevons aujourd'hui, vient du fait que nous voulons que le juge constitutionnel puisse de fois agir comme on a vu avec le juge kenyan où un Américain dit que les élections sont bien déroulées, mais lui il arrive, il casse. L'exemple que nous donnons
comme le juge malien, comme le juge constitutionnel béninois, il faut que nos juges puissent prendre conscience que l'avenir des constitutions de nos pays, on ne parle pas que la République démocratique du Congo, on le voit pratiquement dans tous les pays au niveau de l'Afrique, ils doivent comprendre le pouvoir dont ils détiennent, comment ils doivent faire. Et puis, pendant ce travail, on était buté devant une situation où, comme vous l'avez souligné, morale de juge. Aujourd'hui, nous voyons même la composition de la Cour constitutionnelle, le combat que nous vivons aujourd'hui, des nominations même des membres de la Cour constitutionnelle. Chacun pense qu'il doit contrôler cette Cour. Est-ce que la question que nous nous sommes posée, est-ce que ces juges-là, nommés tels que nous le voyons, vont-ils censurer les modifications en provenance de ceux-là même qui les ont installés là-bas? Mais pendant la réflexion, la réponse est venue en République démocratique du Congo, puisqu'on a vu de ces juges constitutionnels qui ont refusé ce qu'on voulait leur imposer ici, et ils ont écrit même des mémos pour dire que la décision que les autres ont prise. Donc, petit à petit, quel que soit ça, je pense que nos juges, avec ces genres de débats, avec ces genres de prise de conscience, ça peut arriver que ces juges puissent se transcender, aller au-delà. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse aussi pour plus tard, comment choisir ces juges constitutionnels? Comment faire pour que la politique ne puisse pas à chaque fois prendre les dessus? On remarque aujourd'hui qu'on est dans l'impossibilité jusqu'aujourd'hui de choisir le président de la Cour constitutionnelle. On continue à attendre. Tout ça, c'est vraiment d'actualité, c'est vraiment des questions que nous sommes en train de nous poser. C'est vrai, nous faisons de la science et nous apportons quelques réflexions de la science pour que l'avenir puisse être meilleur. Et par rapport à la position qu'on avait en 2006, bon, effectivement, je fais partie des délégués au dialogue intercongolais pour les négociations et tout ça. Je pense que pendant les dialogues, il y a le professeur Arthur Zaïd Ngoma qui nous avait interpellés lorsque les choses n'avançaient pas, qui nous a posé la question, serions-nous capables de nous suicider en tant que jouisseurs et de ressusciter en tant que patriotes? Et il a ajouté une chose, que la volonté des hommes peut toujours et encore changer les cours des choses. Et si nos délégués étaient animés de bonne volonté, j'ai parié qu'on pouvait... Mais le problème c'est quoi? Vous négociez avec des gens avec des Kalachnikov, vous allez faire comment? Je prends l'exemple de l'article 10 de la Constitution sur le problème de la nationalité. On n'en a pas discuté. C'est une question qui a été déjà levée depuis Lusaka, dans les accords de Lusaka. Ça doit être comme ça, puisque certains ont pris des armes en disant qu'on nous a retiré la nationalité congolaise et qu'ils voulaient retrouver la nationalité en prenant des armes. Il fallait faire taire ces armes. Est-ce qu'on devait continuer? Non, moi je pense qu'on aurait pu peut-être prendre le courage, avec cette constitution du 18 février 2006, de faire en sorte que ce soit une constitution charnière. Bon, on en a eu à Sun City, la constitution de 4 avril 2003 était une constitution transitoire pour nous permettre maintenant de pouvoir élaborer une bonne constitution. Mais on n'avait plus des armes. On n'avait plus des armes. Maintenant, c'est ce que nous soutenons avec certains politologues de Star de Faustin Moulambo qui parlent, et je crois que le professeur Kamou Kouni l'a écrit, la plupart de ceux grands qui ont eu à nous enseigner l'ont dit, c'est toujours des compromis entre les acteurs majeurs en présence. Est-ce que peut-on sortir de là? Je pense que le mal vient de l'histoire que nous avons brossée ici, depuis Kasavubu. Quand nous prenons la loi fondamentale, son article 4 de la loi fondamentale a pris le mécanisme pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et en dehors de l'article 4, l'article 98 jusqu'à l'article 105, les mécanismes de son adoption. Mais qu'est-ce que le président Kasavubu a fait? Il a mis de côté, il a mis en place une commission et on a élaboré une constitution, comme d'habitude, taillée sur mesure. Doit-on continuer comme ça? Comme on dit, comme le grand professeur Djelo nous a dit ici, c'est que, et je vois que tant qu'on pourra peut-être ne pas faire référence à notre culture, tant que ça va être du mimétisme, tant qu'on va continuer, 4 personnes se mettent autour, je pense que ça va toujours être un peu difficile. Et je suis d'accord avec vous. Et là où je vous dis qu'on était dans l'impossibilité,
d'avoir une constitution avec une assemblée constituante aussi longtemps que les belligérants se regardaient en chien et chat. Et d'ailleurs, le professeur Essamba dit souligner un jour que ces gens, une fois arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils cherchent à modifier les dispositions alors qu'ils les avaient acceptées hier. Et on a vu ici, une fois les élections passées, une fois la pression diminuée, eh bien, en 2011, on a modifié la Constitution à peine entrée en vigueur pour favoriser telle ou telle autre personne. Le temps qui vous est imparti, c'est à chaque après chaque intervention du professeur. Je donne la parole au professeur pour savoir si... Merci beaucoup. La suite viendra. Merci. Je vais passer respectivement la parole au professeur Loatan Tambouan. Merci, Monsieur le Président. Je connais le récipiendaire Kalumbo parce que je l'ai eu comme apprenant en 3e cycle ici, à l'ILK. C'est vraiment un travailleur. Pour preuve, il est même descendu en France pour travailler sur la famille de Montesquieu afin d'en savoir davantage. Donc c'est un intellectuel curieux et travailleur. Sur ce travail, je constate qu'il y a des éléments intéressants. Le fait d'abord qu'il ait travaillé concomitamment sur les droits constitutionnels et l'histoire politique, c'est un peu positif dans la mesure où nous rejoignons l'école classique du droit constitutionnel et institutions politiques, ou institutions politiques et droit constitutionnel, d'autres disent droit constitutionnel et sciences politiques, comme chacun dit. Donc, c'est une démarche qui entre dans le cadre de l'école classique. Il faut aussi saluer le fait que l'auteur de ce travail ne s'est pas contenté de citer les auteurs occidentaux qui nous ont formés. Ce travail montre que nous avons aussi des savants au Congo, et notamment des savants du droit constitutionnel. Ces savants ont une place importante dans sa bibliographie. C'est une forme de décolonisation mentale. Troisième élément, il a eu quand même le courage de construire la typologie d'élaboration des constitutions autocratiques d'un côté et des constitutions qui reposent sur les référendums. C'est un courage avec tous les risques épistémologiques. Comme remarque avant de passer à mes deux petites questions, je considère qu'il n'était pas judicieux que M. Kalombo n'est pas, même pour des raisons historiques, je sais qu'il a découpé son travail, il aurait pu parler un peu de la charte coloniale de 1908. C'est vrai, et lorsqu'on sortira du Congo de Léopoldville, la première démarche, c'était de doter, les parlementaires belges ont doté ce que l'on peut appeler comme la première constitution de ce pays. Bien que ça ne relève pas de la RDC, mais ça a une influence parce que vous avez beaucoup de secteurs de droit, notamment pénal, qui continuent à se référer aux lois, aux règlements de cette période. Donc, il ne fallait pas omettre purement et simplement la charte coloniale de 1908. Enfin, comme remarque, je pense qu'un chapitre sur l'inefficacité des méthodes actuelles de protection de notre Constitution aurait pu apporter quelque chose. Aurait pu apporter quelque chose. Et là, je pose mes deux questions. La première, vous l'avez souligné, nous assistons à une situation
d'inflation constitutionnelle ou même de l'hypertrophie constitutionnelle, mais tout en assistant à cette inflation, nous constatons que l'institutionnalisation du pouvoir en souffre toujours en RDC. Pourquoi? Parce que lorsque on met fin à une constitution, pour en donner naissance à une autre, c'est qu'on cherche la perfection. On cherche de sortir de la personnalisation. Mais la réalité montre qu'il y a une pesanteur qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre au minimum l'institutionnalisation de pouvoir. Lisez notamment Georges Birdo. La deuxième question, je me réfère au passage de votre ouvrage à la page 200. À la page 200, troisième paragraphe, vous écrivez ce qui suit. Et c'est, virgule, sans participation du peuple, ce qui nous pousse à les classer au même titre que les constitutions octroyées parmi les procédés autocratiques, tandis que celles qui bénéficient de la sanction populaire par voie de référendum étant donné son caractère imparfait, paraissent plus inadaptées aux premières catégories précitées et donnent lieu à des révisions intempestives. Ce passage, vous êtes capable de l'appliquer au nombre de révisions qui ont élu domicile dans la Constitution de 1967. Est-ce que vous pensez que ça rime avec l'esprit et la lettre en tenant compte des révisions de la Constitution de 1967? Voilà mes deux questions et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Loata, pour la Constitution, les observations, les remarques et les deux questions. Nous donnons la parole directement aux récipiendaires pour répondre à ces deux préoccupations. Peut-être aussi, je ne crois pas que ce soit nécessaire pour les remarques. Si vous avez un élément d'orientation à donner, mais allez-y. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les questions. Merci beaucoup, cher professeur. Et surtout pour des remarques, puisqu'on doit en tenir compte. Nous sommes encore que des apprenants en perfection. Je vais commencer par la deuxième préoccupation. Effectivement, quand nous analysons la Constitution de 1967, cette Constitution a connu 17 révisions. Et dans ces 17 révisions, il y en a deux, puisque vous constaterez qu'à plus de 60 ans d'indépendance, les débats continuent dans les salons pour savoir combien de constitutions la République démocratique du Congo a connu. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là-dessus, vous avez par exemple la révision de 1974. Pour beaucoup de constitutionnalistes pensent que c'était une nouvelle constitution, puisque l'esprit qu'on avait commencé à expérimenter a été mis de côté. L'Impair devient directement l'unique institution de la République, et en réalité c'était une fraude constitutionnelle. Et en 90, on remet le multipartisme. Pour certains, ce sont purement et simplement de nouvelles constitutions. Je pense que si on doit appliquer la protection et censurer ce genre de révision, le Congo peut évoluer dans le bon sens. Effectivement, je rejoins votre première question pour dire que le pouvoir souffre. Pourquoi on cherche la protection? Parce que regardez la révision que nous avons connue ici actuellement en 2011. Au lieu de rechercher la perfection pour l'intérêt général, pour la situation sociologique qui évolue, non, on a cherché à faire plaisir à une personne. On a renforcé le pouvoir du président de la République
en violant même la Constitution, puisque vous constaterez que dans cette révision, le président a obtenu le pouvoir de pouvoir démettre les gouverneurs, alors que la Constitution elle-même interdit de pouvoir réduire les compétences des provinces. Et là, du coup, il s'est donné un pouvoir là-bas, et sans compter ce qu'ils ont fait avec la magistrature. Donc vous voyez qu'on a tenté de donner le pouvoir au président, et toutes les révisions que nous avons connues ont toujours tendance à renforcer le pouvoir du chef de l'État, et en allant ainsi, tant que on va continuer comme ça, on aura toujours du mal à avoir une conscience stable. Et voilà pourquoi l'importance que nous disons qu'on doit tenir compte de notre culture et pour élaborer une constitution. Le jour où on aura une assemblée constituante telle que les théories l'exigent, je parie qu'en ce moment-là, avec la bonne volonté des uns et des autres, on peut évoluer. Mais ici, je sens quand même que les scientifiques commencent à débattre. Les scientifiques, on peut ne pas l'admettre, mais moi j'ai confiance à l'avenir dans le sens où on a vu, je l'ai dit tantôt, que des juges au niveau de la Cour constitutionnelle, bien que nommés par le pouvoir là, commençaient à dire non. Et on l'a vu aujourd'hui, même au niveau de l'Assemblée nationale, avec l'appel de l'Union sacrée, ceux qui giraient bec et ongle, ça ou non, mais commençaient petit à petit à changer. Et je crois que ce qui s'est passé, voilà pourquoi j'ai dit que on a connu beaucoup de faits. Ce qui est important pour nous, c'est l'interrogation. Quelles sont les questions que nous nous posons et quelles sont les réponses que nous donnons par rapport à notre histoire. Il y a beaucoup de faits qui se produisent ici, entre autres ce que nous vivons, mais il faut que nous nous posions des bonnes questions et apporter des bonnes réponses. Et c'est seulement comme ça que nous allons pouvoir faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Le cas contraire, ça risque d'être toujours, on prend le même, on recommence avec les mêmes méthodes. Voilà l'importance d'interpeller le pouvoir actuel. Nous savons comment les élections se sont déroulées, nous savons comment les révisions, puisque aujourd'hui où nous parlons, les révisions sont d'actualité. Le président de la République a déjà annoncé, est-ce que ça va dans le sens d'améliorer la situation des Congolais ou de rétrécir la situation des Congolais? On peut citer plusieurs exemples, mais quels sont les mécanismes, quels sont les garde-fous que nous devons mettre pour que ces modifications ne puissent pas être une fois de plus une fraude? Bon, revenir à 2 tours, on peut dire bravo, puisque c'est la vraie démocratie que tout le monde veut. Mais maintenant, lorsqu'on risque d'aller au-delà, eh bien, il faut que nous ayons une cour. Effectivement, il faut que la cour puisse s'assumer de manière à ce que nous puissions protéger notre constitution. Il n'y a pas une meilleure constitution au monde. La meilleure constitution, dit beaucoup de doctrinaires, certains que je vois en face ici, que celle qui est protégée par sa population. Donc il faut qu'on arrive à protéger. Et dans cette constitution, nous avons l'article 64 qui nous donne quand même cette possibilité de pouvoir résister face aux violations. Mais comment on fait pour le faire? Il faut qu'il y ait une éducation de la population. Et nous devons aussi protéger nos constitutions quant au pouvoir même de cette même constitution, au droit même de cette constitution. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci pour la parole. Pour avoir été le co-directeur de cette étude, j'ai apprécié les mérites des analyses qui ont été faites. Et donc, mon rôle va se situer tout simplement à indiquer une petite observation préliminaire sur le plan de la bibliographie. Ensuite, un commentaire sur le contenu de l'étude et peut-être poser une seule question à l'apprenant. C'est un très bon travail. Je sais qu'il a été préparé à une certaine époque et j'ai eu à le dire aux candidats. La plupart des choses qu'il évoque aujourd'hui ont fait l'objet de mon livre en 2017. Il est à Paris, il n'habite pas à Paris, il aurait lu sur le procureur comme d'habitude. Le traité de droit constitutionnel congolais publié chez l'Harmattan, édition études africaines, série droit en 2017. Beaucoup de choses que vous évoquez ici, si vous aurez pris
le temps de lire cet ouvrage, ça vous aurait ouvert beaucoup de perspectives. Parce que dans cet ouvrage, et vous soulevez des questions ici, par exemple, la question des dispositions constitutionnelles intangibles, et là je suis déjà dans les commentaires de votre travail, la question du bloc de constitutionnalité, parce que vous convoquez le juge constitutionnel à être audacieux, et j'aurais souhaité, si le jury accepte votre travail, que vous abordez peut-être en thèse la question même du bloc de constitutionnalité. Parce qu'on ne peut pas parler de la protection de la Constitution par le juge sans savoir ce que le juge doit sanctionner et ce qu'il ne doit pas sanctionner. Quelles sont les normes de référence pour le juge lorsqu'il est appelé à sanctionner? Et sur cette question, en droit congolais, nous ne sommes pas encore très riches en réflexion. Le bloc de constitutionnalité. Parce qu'en même temps, votre étude est une étude qui est à cheval entre le droit pur et la politique, le droit constitutionnel étant un droit politique. Et là, vous ne pouvez pas évacuer assez rapidement, c'est un autre commentaire, le rôle pour la RDC des accords politiques. Les accords politiques, non seulement dans l'élaboration des constitutions, mais aussi dans les révisions des constitutions et même dans l'application de nos constitutions. On peut bien critiquer l'avènement des accords politiques dans notre pays, mais c'est une donnée importante avec laquelle le droit constitutionnel doit faire. La Constitution ne prévoit pas toutes les solutions aux problèmes de la gestion de la société. Les accords politiques deviennent comme une soupape de sécurité. Et donc, tout constitutionnalisé, pas simplement de notre pays, même en Afrique, vous ne pouvez pas étudier la Constitution, le droit constitutionnel, et ignorer le rôle des accords politiques. Ailleurs, en France, ou même en Angleterre, la France avec Pierre Aville, on a parlé des conventions constitutionnelles, ou des conventions de la Constitution. Et là, c'est une question importante que vous abordez. Vous abordez une question aussi importante, le rôle du juge. Qu'est-ce qu'il doit sanctionner? Est-ce que le juge, d'accord qu'on sanctionne le droit des révisions constitutionnelles, c'est bien, mais est-ce que le juge peut sanctionner un accord politique? Est-ce qu'il est compétent? Je dois vous dire que pour la RDC, le juge a eu à se prononcer sur un cas de l'incompétence. Et s'il y a un accord politique dont les dispositions violent la Constitution, il n'y a pas un autre juge, au-delà du juge constitutionnel. Qu'est-ce que doit faire le juge constitutionnel? Cette question-là doit être approfondie au niveau de la thèse, si vous le souhaitez. Vous avez évoqué la question de bonne foi. La bonne foi, elle n'est pas qu'en politique. Est-ce qu'on peut élargir la notion de bonne foi dans le comportement du juge? Le juge doit-il être de bonne foi? Et être de bonne foi par rapport à quoi et sur quoi? Donc ces questions sont tellement importantes qu'il faut approfondir. Je donne un dernier commentaire. Et souvent dans notre pays, on ne fait pas très attention lorsqu'on étudie la Constitution. Il n'est pas suffisamment fait une ligne de démarcation entre une loi constitutionnelle et une loi référendaire. La loi constitutionnelle peut être une loi d'établissement de la Constitution ou de la révision de la Constitution. La loi référendaire peut être également une loi d'établissement de la Constitution, mais aussi de la révision, par notre Constitution prévoit une révision constitutionnelle par voie référendaire. Vous êtes d'accord que par voie de référendaire, il faut qu'il y ait une immunité? Oui, mais c'est une position française. Je descends chez nous en Afrique et au Congo. Généralement, les hommes politiques, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, d'abord avant d'accéder au pouvoir, le mot qu'ils utilisent abusivement, je vais finir par là, c'est que quand j'accède au pouvoir, je vais engager des réformes. Le mot, c'est les réformes. On ne vous dit pas de quelles réformes, mais ça va être fait.
Les lois, s'ils arrivent au pouvoir, les premières réformes ne sont pas des réformes en droit civil, ni en droit commercial, ni en droit pénal. Les premières réformes sont des réformes constitutionnelles. Premièrement, on élague les dispositions restrictives en ce qui concerne la durée et le nombre de mandats. Deuxièmement, on réduit le pouvoir, je vais dire les prérogatives du pouvoir judiciaire. C'est ça les réformes. Et généralement, on vous dit c'est le peuple qui m'a demandé. Le peuple ne vous a pas demandé de modifier la Constitution pour vous octroyer le pouvoir. Le peuple a besoin que sa situation sociale soit améliorée. Donc, il y a une sorte de tricherie dans le chef des décideurs. Et on peut arriver à avoir une loi de révision constitutionnelle qui a été faite sous le dos du peuple. Vous estimez qu'on ne peut pas s'attaquer à cette loi? Le juge ne peut-il pas, tout en ayant la certitude qu'on a marché sous le dos du peuple, s'assurer d'une loi dont les visées n'ont pas été seules de l'esprit du Constitution? Donc le débat est largement ouvert sur cette question-là. Tout simplement, je voudrais vous dire qu'il faut avoir les deux pieds sur terre. Les pieds sur terre pour voir ce que l'on propose par rapport au contexte congolais. Bon, maintenant, vous avez semblé ne pas être d'accord avec la constitution actuelle et vous auriez souhaité qu'elle soit une constitution de transition. En attendant une autre, beaucoup de Congolais, certains d'ailleurs pensent qu'il faut qu'il y ait une autre constitution. Ma petite question est la suivante. Vous n'êtes pas satisfait de notre constitution? Et s'il faut en avoir une, qu'est-ce qui fera que vous soyez satisfait parce que c'est une autre constitution? Je vous dis que, avant que vous nous répondiez, contrairement à une certaine opinion, je le dis en question de cause, cette constitution est très bien appréciée ailleurs. Elle a des faiblesses d'écriture. Elle a des faiblesses sur certaines questions de précision. Mais si on doit faire la balance entre les aspects positifs et négatifs, ou les faiblesses, les avantages sont énormes. Et voyez-vous, on n'est jamais roi chez soi. Hein. Donc on croit qu'elle est mauvaise. Elle est mauvaise pas parce qu'elle a été mal écrite. Elle est mauvaise parce qu'on ne veut pas la reconnaître comme une loi fondamentale. On l'écorche. Vous n'êtes pas d'accord avec la Constitution, vous estimez, ça c'est votre point de vue, et je voudrais vous entendre confirmer ce que vous avez dit ou ce que j'ai entendu. Vous n'êtes pas satisfait de cette Constitution. Si c'est ça votre point de vue, quelle serait la Constitution à laquelle vous allez souscrire et qui amènerait le Congo sur la voie que vous avez évoquée tout à l'heure? Voilà la seule question. Merci beaucoup, cher professeur. Je crois qu'il n'y a pas meilleure constitution au monde. Ah. Je suis encore président. Et comme tous les présidents africains, je suis jaloux de mon pouvoir. Alors, je vous donne la parole pour répondre à la grande interrogation du professeur Issambou. Vous n'êtes pas satisfait de cette constitution. Il serait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, une constitution encore conjoncturelle. Et si elle est conjoncturelle, comment concevez-vous finalement une constitution définitive pour le Congo? Il y a aussi d'autres aspects qu'il a soulignés au plan méthodologique. Mais la question centrale, c'est celle-là. Vous avez la parole, monsieur le récipiendaire. Merci beaucoup, Président. Je pense qu'il n'y a pas meilleure constitution au monde. Et la meilleure constitution, c'est celle qui est protégée par sa population. Et pour que la population puisse bien protéger sa constitution, je pense que le professeur Jacques Joly que j'ai cité l'a bien dit, et tout comme le professeur Djello, ça doit être enraciné dans la psychologie, et le professeur Jacques Joly est allé plus loin pour parler même de culture. Est-ce que
par rapport à notre culture, l'actuelle constitution est réellement ancrée dans notre culture, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il serait souhaitable que quand vous prenez cette même constitution, on a l'impression que cette constitution n'agit qu'au niveau des grandes villes, alors que lorsque nous descendons, la constitution reconnaît même le pouvoir au niveau de collectivités, au niveau de nos villages, avec le pouvoir que détiennent nos chefs coutumiers. Je pense qu'on aurait dû tenir compte de notre culture aussi dès le départ, comment est-ce que nous vivions, pour que nous puissions nous approprier une constitution, ça puisse couler facilement. Pour l'Occident, il y a de ces choses qui peuvent aller facilement pour eux, puisque c'est leur culture, c'est leur manière de vivre. Ça ne leur scandalise pas que les hommes se marient entre eux. Par contre, chez nous, ça peut être scandaleux. Est-ce qu'on doit faire du métisme? Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'ouverture aussi dans cette constitution qui permet à ce que certains dirigeants puissent naviguer à contre-courant par rapport à l'esprit même qu'on avait de cette constitution. On l'a vu lorsqu'il fallait prolonger le mandat, lorsqu'on n'a pas organisé les élections avec l'ancien président de la République. Comment cette constitution a été interprétée? Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que nous ayons une constitution avec des textes bien définis, ou alors il faut renforcer la Cour constitutionnelle qui peut commencer à amender chaque fois qu'il y a une question, mais avec des décisions bonnes. Bon, je ne dis pas que c'est la meilleure constitution, puisque je ne crois pas, puisqu'il n'y en a pas non plus partout, mais il serait souhaitable que cette constitution, ou une nouvelle constitution qui peut être, qui doit relever de notre culture et pouvoir nous permettre à évoluer. Je ne dis pas que il n'y a pas de bonnes choses dans cette constitution. Il y a des bonnes choses, mais à un moment donné, des fois, on est limité à d'autres choses et ça peut favoriser, comme d'habitude, avec les pièges qu'on a eu, puisque beaucoup de choses ont été taillées sur mesure dans cette constitution. Merci beaucoup. Bon, je sais que les doyens veulent continuer le débat. On va continuer ça dans les couloirs. Et bien, on va organiser une conférence particulière à l'ULK sur la finitude ou sur la continuité de la Constitution du 18 février 2006. Mais je vais donner la parole au vrai doyen, parce que lui c'est un faux doyen. Le vrai doyen ici, c'est le professeur Nguyandila Malengana, notre maître à tous. Merci. Le président du jury. J'ai été désigné pour suivre le travail de M. Kalongo, un travail qui a été commencé avec le défunt professeur Bassoué. J'ai accepté et j'étais content de lire la dissertation au niveau où elle était. Je pense que nous sommes venus plusieurs fois avec le candidat devant nous. J'ai fait des observations. Il a respecté. Mais si je dois intervenir dans un débat de ce niveau, je dois d'abord dire, je dois reconnaître que le débat peut paraître théorique. Si on n'a pas compris, on est autour de la question de l'opportunité d'avoir un texte de référence dans la vie politique d'un pays. Et ce texte n'est pas superflu pour la stabilité du fonctionnement des institutions. Je crois que nous avons devant nous ceux que nous avons pu produire comme spécialistes en cette matière, tous anciens étudiants de ma faculté,
Et je suis fier qu'ils interviennent à leur tour pour former d'autres. On dit, c'est le recteur, avec tout le respect que je vous dois, on dit qu'un discours n'est pas terminé tant qu'il n'a pas été prononcé. La question, la seule que je pose à M. Kalombo, après tant d'efforts, est la suivante. Pour montrer que nous ne sommes pas dans l'abstraction, qu'il y a des problèmes réels qui demandent la réaction des socialistes. Au mois de novembre, le président de la République fait la synthèse de consultation de tant de personnalités qui ont défilé devant lui. Et j'ai retenu ce passage simplement pour savoir comment vous réagissez. Parce qu'il y a un lien entre ces déclarations, ce compte rendu du président et le travail que vous présentez. Le chef de l'État a dit ceci sur le renforcement de la démocratie et l'État de droit. J'ai noté qu'il faut une loi sur la nationalité afin de permettre aux nombreux concitoyens de la diaspora de conserver, selon le cas, la nationalité congolaise d'origine. En entendant cette déclaration, ce compte rendu du chef de l'État, vous, socialistes, comment vous avez réagi ou comment vous réagissez? Merci, Monsieur le doyen Boulenga. Monsieur Kalombo, je crois que, comme dans ses habitudes, le professeur Mouyanila est avare de paroles, mais lorsque ces paroles sortent, sont toujours d'une grande profondeur. Il nous a posé cette question et nous vous donnons la parole pour répondre. Merci beaucoup, cher professeur. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En ce qui me concerne, je pense que c'est quand même très important qu'on arrive à régler cette question, puisqu'il y a trop de tricheries là-dedans. Il y en a qui ont la chance de garder 2, 3, 4 nationalités, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas la chance. Et on a vu dans ces pays un premier ministre nommé, et on découvre plus tard qu'il avait encore la nationalité belge, alors qu'il était député, il a œuvré, et en fin de compte, c'était devenu comme une arme pour se régler des comptes. Alors que il gît encore un moratoire qui permettait à ceux-là qui avaient perdu la nationalité congolaise, puisque cette question vient de Lusaka. Moi, j'ai eu l'avantage de participer à tous ces grandes rencontres de négociations pour ramener la paix au Congo. Depuis Lusaka, il s'est posé ces problèmes de nationalité qui étaient devenus très sensibles, et les gens, même au niveau des chambres d'hôtel, ont tenté quand même des échanges qui atteignaient un autre niveau. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés à l'Europe, pour la plupart des gens, ou d'autres Congolais qui sont en train de briller à travers le monde, qui peuvent rentrer ici au Congo et apporter leurs connaissances de manière à pouvoir aider la République démocratique du Congo à évoluer. On le voit partout il y a des Congolais. Sauf que ces problèmes de nationalité les bloquent. On constate aujourd'hui qu'on a un peu assoupli
les formalités pour des Congolais, ceux qui ont la nationalité étrangère, quand ils viennent aujourd'hui, ils ont leur visa sur place, au lieu de faire des démarches dans les ambassades comme c'était à l'époque. Aller vers ceux-là pour ceux qui sont des Congolais. Et aujourd'hui, le monde entier trouve quand même bizarre, parce qu'avec la globalisation, avec la mondialisation, où les gens circulent, et ils le trouvent bizarre, c'est que les Américains, ils peuvent avoir 5-10 passeports, ça ne dérange pas. En quoi ce problème peut être bénéfique pour la République démocratique du Congo? En quoi cette question peut être maléfique pour la République démocratique du Congo? Si ça posait problème pendant les négociations, il faut le dire, c'est à cause du Rwanda. Parce que la plupart de nos compatriotes de l'Est voyaient un afflux de Rwandais entrer chez nous et s'installer et prendre la nationalité en se disant nous sommes des Congolais d'origine et nous y restons. Et sans faire de formalités, et ça créait quand même la peur. Mais nous sommes avec des voisins, ils peuvent rester des voisins et garder, sauf que cet afflux arrive. Bon, moi je suis d'accord avec cette question, sauf que comment nous allons sécuriser aussi notre nationalité par rapport aux voisins qui, en entrant aujourd'hui, nous n'avons pas une pièce d'identité, chacun s'est fait une carte d'électeur et demain il gardera sa nationalité et puis prendre aussi la nationalité congolaise. Comment nous allons faire? Je pense qu'il faut progressivement, la question sera devant les parlementaires et qu'il faut qu'il y ait un débat clair là-dessus pour voir comment nous allons mettre en place l'idée. Mais je pense que le monde est ouvert aujourd'hui. C'est vrai que dans d'autres pays aujourd'hui, ceux qui ont ouvert leur nationalité, l'exemple de la France ou avec l'extrémiste qu'on voit en Europe naître, on commence à poser ces problèmes-là, de la protection de la nationalité dans d'autres pays. C'est un débat. D'autres pensent que c'est une richesse, d'autres pensent que c'est une façon d'appauvrir les nationaux. Est-ce que nous cherchons quoi? Quel est l'intérêt des Congolais de laisser les Congolais qui ont pris une autre nationalité, de garder leur nationalité d'origine? Je pense que ça peut que faire du bien aux Congolais plutôt que de faire du mal, puisqu'ils apportent beaucoup dans l'économie du Congo. Ils nourrissent les familles aujourd'hui. Sauf qu'avant de rentrer chez eux, ils ont toujours des problèmes. Mais face à l'hypocrisie collective qui est cachée sous cette question des nationalités, je pense que ceux qui payent, ce n'est pas les frontaliers simplement, mais c'est plutôt des autres qui payent. Moi, personnellement, je suis d'accord sur cette révision, sauf qu'il faut qu'il y ait des échanges clairs et mettre des barrières de protection pour pas que cela soit donné à tout le monde de pouvoir avoir la nationalité. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que la dissertation qui est défendue ce matin s'est largement étendue sur des dispositions considérées dans notre système constitutionnel comme intangibles. De quelle catégorie? Le problème qui est soulevé ici fait partie. La nationalité est concernée de manière directe ou indirecte, au moins dans deux dispositions de la Constitution. L'article 10 parle de la nationalité. L'article 10 est relatif à la loi organique. Et l'article 220 parle des dispositions intangibles. Vous voyez l'incidence sur le travail que vous avez fait. C'est pour dire que un travail présenté n'est pas fini si l'intéressé a le souci d'approfondir les choses. J'espère que les collègues prendront une disposition favorable pour que vous puissiez prolonger et approfondir davantage cette formation
Parce que, comme vous l'avez dit, il y va de la stabilité d'un État comme le nôtre. Merci. Merci beaucoup, M. Doyen. Je crois que tous les membres du jury sont intervenus, soulevé leurs préoccupations et obtenu des réponses. Nous allons maintenant nous donner à nous-mêmes la parole comme membres du jury. Et comme président de ces jurys, donc je suis les garants de l'assurance qualité de ce travail, parce que les gens qui ne viennent pas très souvent dans nos soutenances, qui ne suivent pas le processus d'élaboration et de validation de mémoire ou de thèses, très souvent vont dans les réseaux sociaux pour dire qu'on a donné tel diplôme parce que c'est un diplôme politiquement obtenu. C'est vrai que ça existe, on ne peut pas nier, mais il est important que lorsque on intervient sur ce genre de questions, il faut partir de faits et de données qui sont, n'est-ce pas, accessibles d'ailleurs, comme aujourd'hui, la soutenance est publique. Donc, tout le monde est là. Ceux qui voudront même poser une question, nous allons leur donner exceptionnellement pour que nous sortions tous ici avec le même conviction. Alors, le travail de M. Francis Kalombo Tamboa sur le mécanisme d'évaluation et de protection des constitutions de 1960, c'est un travail intéressant. Comme m'a dit le professeur Ouyandila, le travail n'est jamais fini, à moins que l'intéressé ne s'arrête. Et je vous connais, Francis, vous n'allez pas vous arrêter là, je suis sûr. Parce que vous avez commencé par les sciences politiques, mais les droits vous intéressaient, vous êtes venu faire le droit, vous avez eu votre diplôme de licencié en droit, mais ce n'était pas suffisant, vous avez publié ça, les gens parlaient, mais nous savions que la passion de la science était en vous, c'était un feu dévorant que vous avez, et ces feux, rien ne résistera à votre passion de la science, et c'est tout ce qu'il y a de bien dans ce que vous faites, donc nous n'allons que vous encourager. Alors, revenons au travail. Un très bon travail d'une grande qualité heuristique, c'est-à-dire sur le plan de l'histoire constitutionnelle et politique, on trouve beaucoup d'éléments explicatifs et narratifs. Vous avez la chance d'être vous-même un acteur politique dans ce pays, donc vous nous avez donné beaucoup d'éléments, mais pas simplement de ce que vous avez vécu. Vous êtes allé jusqu'à la loi fondamentale, trouver de l'histoire. Bon, on n'est pas allé jusqu'à la charte coloniale, comme l'avait souhaité le professeur Loata, mais vous avez fait cet effort pour aller dans le très fond historique. Mais, justement, lorsque nous prenons votre introduction, vous avez fait l'historique du mouvement du constitutionnalisme, mais aussi du mouvement constitutionnel congolais, d'où un travail d'éducation constitutionnelle qui doit se faire. Donc voilà, on va terminer par là. Même moi-même, président, je suis tenu par la discipline du temps. Il est 13h15, donc nous avons dépassé de 15 minutes le temps qui nous était imparti par les doyens de la faculté. Je crois qu'on peut... Voilà, les jurys unanimement vous remercient et nous allons nous retirer pour délibérer, ou bien c'est la salle qui s'est... Monsieur Doyen, je vous en prie.
Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, chers amis, avec respect de vos qualités respectives. Voilà, un grand exercice est terminé, celui de la défense de ce mémoire de DS. Alors nous voulons prier le jury, avec l'autorisation du président du conseil d'administration, de se retirer dans son bureau pour délibérer, et alors vous pourrez revenir après pour proclamer. Merci. Tamboa Francis. Non, Kawa. À la barre. Voilà, le jury nommé par décision rectorale numéro ULK bar CC bar REC bar NLI du 22 décembre, composé des professeurs qui ont été suivi la présentation orale du sujet intitulé « Mécanisme d'élaboration et de protection de la Constitution ». Au terme d'une heure 30 de défense de mémoire, les jurys qui s'est retiré pour délibérer sur l'ensemble de l'épreuve DSDA en droit public du candidat Kalombo Tamboa Francis. Après délibération à huis clos, donc, le jury a pris la décision suivante. Avec l'autorisation du président du conseil, Monsieur Kalombo Tamboa Francis a réussi l'épreuve de diplôme d'études supérieures en droit après que son mémoire ait été déclaré reçu avec la mention grande distinction. Merci. Voilà, nous vous présentons nos sincères félicitations et nous croyons qu'avec le public qui assiste avec nous, vous méritez les applaudissements de la salle. Merci. Voilà, messieurs le doyen, nous avons terminé notre travail et nous allons peut-être passer, avant de passer à la séance d'esplancton, nous allons d'abord passer la parole au doyen. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Recteur, distingués membres du jury et chers collègues, je voudrais dire merci à tout le monde, comme je l'ai annoncé au début, en ma qualité de coordonnateur de l'école doctorale de l'Université libre de Kinshasa et doyen de la faculté de droit. C'est pour moi une grande joie que nous ayons repris avec les activités, les études en DS au niveau de l'ULK et la défense de Kalombo de tout à l'heure. C'est un exemple pour dire aux autres qui sont aussi, ou mieux, qui étaient aussi déjà inscrits et qui avaient fini toutes les étapes d'examen et de préparation de mémoire sous des directeurs de cette université, qu'ils puissent suivre pour que nous puissions clôturer cette première série et que nous puissions commencer en cette année académique aussi avec une nouvelle équipe des apprenants en DS. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci à tous ceux qui sont venus. Voilà, nous nous reverrons très prochainement. Nous demandons aux membres du jury de patienter un peu et s'il y a quelqu'un qui est là qui peut demander à la de la faculté de droit de venir rapidement pour des questions logistiques. Professeur Njoli, bonjour. Vous étiez président de membre du jury. Quelle est d'abord votre impression? Francis Kalombo nous a toujours cité parmi de grands professeurs de droit en République du Congo. Quelle est votre impression après cette soutenance? Écoutez, nous on a fait un travail d'examen et d'analyse certifiée. Comme nous l'avons dit, nous avons fait des observations de forme, parce que le travail n'est pas fait.
fait des observations de fond sur la méthodologie, sur les hypothèses, sur la structuration, sur les conclusions et même sur la bibliographie. Donc les jurys s'est retiré, nous avons examiné, nous avons estimé que c'est un travail qui était recevable et qui méritait la mention qui était donnée. Donc c'est une procédure scientifique et nous avons félicité les jurys. La défense était tenue, donc tout le monde a pu se rendre compte de la qualité du travail et aussi de la maîtrise du sujet par les récipients. Quelle est la base scientifique de ce travail? Je crois que nous allons le dire, et nous avons essayé d'avancer, c'est de dire que la plupart des constitutions que nous avons dans l'histoire sont des constitutions de compromis, sont des compositions conjoncturelles et qui ne sont pas le produit d'une production démocratique ou démocratique. Ce sont des constitutions qui sont octroyées ou de négociations, ce qui fait que la protection de ces constitutions pose encore un certain nombre de problèmes, parce que lorsque les acteurs politiques constatent que les rapports de force ont changé, ils tiennent à changer les constitutions, surtout en ce qui concerne le président de la République. Et par ailleurs, les juges constitutionnels, ils doivent garantir le respect de ces constitutions, n'ont pas encore eu l'indépendance nécessaire pour protéger l'âme, l'esprit et l'écriture de cette constitution. Mais on est dans un processus, déjà c'est pour la première fois que nous avons une constitution qui a fait 15 ans et qui a montré ses limites, mais aussi ses capacités à régenter, à réguler le jeu politique congolais. Merci pour ça. Professeur Sambo, bonjour. Bonjour. Vous êtes reconnu parmi l'un des grands constitutionnalistes. Vous êtes ancien juge constitutionnel. Quelle est votre appréciation et quelle est votre observation en rapport d'abord avec ce travail? Non, je dois apprécier non pas par rapport à ma qualité d'ancien juge de la Cour constitutionnelle, mais c'est en ma qualité de co-directeur de ce travail. C'est un travail qui a été bien élaboré, un travail qui a un contenu suffisamment fouillé et dont on peut trouver un certain nombre de renseignements utiles si on voudrait connaître le fonctionnement de la manière dont nos constitutions ont été élaborées. Et donc, il n'y a pas de doute que ce travail a été reçu avec la mention qui a été celle de la plus grande distinction. Alors, aujourd'hui, en tant qu'ancien juge, est-ce qu'il y a des approches d'actualité également sur le fait politique avec ces travails? Il y en a beaucoup, parce que dans notre pays, on réfléchit aujourd'hui autour de la révision de la Constitution, c'est une bonne chose. La révision n'est pas quelque chose de mauvais, mais maintenant, la question c'est de savoir pourquoi on doit réviser et pour quel intérêt. Et ce travail ouvre des perspectives sur cette question-là. Ensuite, est-ce qu'il faut avoir une nouvelle constitution ou simplement une constitution adaptée aux réalités du pays? Est-ce que c'est un travail qui vient d'ouvrir le débat scientifique sur la révision de la Constitution également? Il s'est inscrit dans le débat. Okay. Alors, et vous êtes co-directeur, vous avez dit, le Francis Kalombo, l'étudiant. Qu'est-ce que vous avez remarqué de cet étudiant aujourd'hui, détenteur d'un titre de doctorat? Il est toujours intéressant d'avoir un titre, mais le plus important, c'est de savoir comment utiliser son titre. Il a son titre, un diplômé d'études supérieures, mais maintenant, s'il va aller plus loin, il va falloir qu'à travers son comportement, à travers ses réflexions, à travers ce qu'il y pense, ce qu'il écrit, qu'on se rende compte qu'effectivement, il a mérité ce titre. Merci. Merci. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le recteur de l'ULK. Vous avez connu Francis Kalombo, étudiant aussi, c'est lui qui a défendu aujourd'hui son titre ou sa soutenance en fait pour l'obtention des titres des doctorats. Vous l'aviez connu comme étudiant. La défense s'est déroulée conformément au prescrit des instructions parce que le jury a été composé de la manière réglementaire. Le jury a accordé la parole à chacun des membres du jury. Merci monsieur le professeur. C'est à moi de vous remercier. Avec une mention en grande distinction, quelle est votre impression là-dedans? Écoutez, je tiens d'abord à remercier Dieu et je remercie aussi mes parents et ma famille et aussi
tous mes amis de la promotion. Et c'est vrai, aujourd'hui, on va parler que j'ai réussi. De moi-même, je n'allais pas pouvoir. Je pense que je suis tellement fier d'être à côté d'un des grands professeurs que j'ai connu. Pourquoi fier? Parce que le prof Paul a pu témoigner de mon parcours universitaire. Il m'a eu pendant tout le temps que j'ai été à l'université, comme enseignant, tout comme recteur. Je l'ai eu à l'UPEN comme enseignant, je l'ai eu comme recteur ici à l'ULK. Donc aujourd'hui, être à ses côtés et terminer, arriver jusque-là, mon souhait est qu'il me reste une dernière étape, c'est-à-dire ma thèse. J'aimerais quand même qu'il soit à mes côtés le jour où je vais terminer, parce qu'au moins j'aurai accompli quelque chose qui, au fait, pour un enseignant qui transmet de la connaissance, le savoir, a toujours voulu que nous puissions aller au-delà. Et lui, il a toujours voulu et il m'a toujours soutenu. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être à ses côtés et de pouvoir continuer. Ce n'est qu'une étape, il m'en reste une autre étape. Et je pense que c'est la détermination qui va faire en sorte qu'on puisse... Vous êtes déterminé. Quelle est votre motivation en fait d'en continuer? Vous avez déjà ce troisième diplôme. Et quelle est votre motivation? C'est la connaissance. On a besoin d'apprendre, on a besoin de connaître. Et c'est ça la motivation, c'est la connaissance. J'adore connaître, j'adore apprendre, j'aime savoir. Donc le savoir, bon, il faut aller là où on peut aller pour pouvoir l'avoir. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez dire à toutes les personnes que vous connaissez aujourd'hui? C'est quelqu'un d'autre. On vient de découvrir un scientifique en fait lors de votre défense. Écoutez, on découvre toujours. Lorsqu'on ne sait pas, on spécule. Lorsqu'on ne sait pas, on dit. Mais lorsqu'on approche la personne, on découvre autre chose. Moi, j'ai un avantage, c'est que j'aime toujours apprendre. En fait, je me fais petit pour apprendre parce que j'ai besoin d'apprendre parce que je ne connais pas encore. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'aller au-delà. J'ai été fasciné par d'autres intellectuels que j'ai eu à fréquenter et je me suis dit mais comment faire, et c'est seulement dans l'apprentissage qu'on peut aller au-delà. Donc j'aimerais apprendre, j'aimerais continuer à apprendre et toute personne qui m'apporte quelque chose, je prends. J'arrête pas. Et à l'université ULK, vous avez un mot à dire à l'endroit des autorités et restes? Je pense que je ne peux que les remercier. Je pense que le cadre est bon. Ils ont mis en place un cadre pour permettre aux étudiants de toutes catégories. Je pense ici non seulement aux étudiants qui viennent d'arriver, mais aux aînés aussi qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas eu la chance comme moi de parsever, de parcourir, de continuer mes études. Et même en étant adulte, en étant responsable, j'ai décidé de venir et l'ILK a mis en place un système avec le cours du soir pour ceux qui travaillent et de pouvoir se perfectionner. Et ici, la qualité y est, avec de grands professeurs et surtout les bâtiments, l'espace y est, le cadre y est, et le cadre est tellement bien que quand on arrive, c'est vrai, c'est pas Harvard, c'est pas Sorbonne, mais on n'a pas trop de complexes à avoir lorsqu'on est ici, parce qu'on a des grands professeurs qui nous transmettent la connaissance et nous ne pouvons que dire merci et essayer de faire la même chose pour les autres. Donc les cadres, franchement, nous remercions le comité de gestion, les membres ainsi que les enseignants que nous avons ici à l'ULK. Et nous pensons que Dieu seul peut leur rendre ce qu'il donne aux Congolais, parce qu'on ne peut pas dire aux enfants, puisqu'il y a beaucoup d'adultes qui sont ici, il n'y a pas de honte à avoir, la connaissance n'a pas de limites et on peut continuer à apprendre jusqu'à X. Merci.